Merci. Donc merci à tous pour l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc moi je travaille chez Total Energy et je suis en charge des biocarburants au sens large, la R&D des biocarburants. Mais aujourd'hui on m'a demandé de vous parler des alcools. Et donc, effectivement, quand j'ai vu la liste des invités, je me suis dit, bon, les biocarburants, c'est quand même un petit peu loin de leurs préoccupations. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de partager ensemble un petit peu un rext de ce qu'on a vécu sur les biocarburants et de finir sur, justement, les molécules plateformes, les nouvelles technologies qui nous donnent de l'espoir autour de ces alcools. Parce qu'effectivement, dans les biocarburants, comme on l'a dit ce matin, il y a eu des hauts et des bas que j'ai vécu depuis mes 14 ans chez Total Energy. Donc, est-ce que vous savez Alors, je suis aussi contente parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait une conférence en personne. Alors, surtout, vous n'hésitez pas à faire oui de la tête quand c'est clair ou à faire des gros yeux quand vous ne comprenez pas. On peut toujours s'adapter quand vous a en face. Ça fait partie des choses intéressantes. Alors, du coup, je ne suis pas... Si, voilà. Est-ce que vous savez depuis quand nos ancêtres utilisent l'éthanol, enfin consomment l'éthanol? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Ça va vous réveiller, c'est le café? La préhistoire, qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors, effectivement, à la préhistoire, on en consommait, mais en fait, ça fait 10 millions d'années. Donc, c'est les primates arboricoles, nos ancêtres lointains, qui, en fait, ont été obligés de descendre de leurs arbres et de consommer des fruits tombés à terre, donc en train de fermenter. Ça, c'était lié à un réchauffement climatique, parce que c'est pas nouveau, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans l'histoire de la Terre. Et donc, ils ont consommé cet alcool, et on l'a su comment, vous allez me dire, parce qu'on n'était pas là pour voir. Eh ben, en fait, c'est parce qu'on a réussi à faire de l'archéologie par biologie moléculaire, et donc, ces ancêtres ont eu une mutation qui leur a permis de métaboliser cet alcool. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu réussir à savoir que ça fait 10 millions d'années que nous consommons de l'alcool, avec modération, évidemment. Donc, du coup, ça fait longtemps qu'on consomme de l'alcool, ça fait moins longtemps qu'on le maîtrise, hein, ça fait quelques millénaires. La préhistoire, ils avaient compris que c'était pas mal de laisser fermenter des fruits, mais ils ne maîtrisaient pas. Et donc, bien évidemment, il a fallu arriver à la culture de la vigne et des choses comme ça pour qu'on maîtrise cette fermentation et cette production d'alcool. Donc ça fait longtemps qu'on utilise des alcools, qu'on sait les produire de façon biologique. Pour revenir à la discussion de ce matin, les rendements d'éthanol sont pas si mauvais, hein. Quand on prend 100 grammes de sucre, on peut produire 50 grammes d'éthanol. C'est moins bien que l'acide lactique, qui est la Rolls-Royce en rendement de molécules par voie biotechnologie, mais c'est déjà des rendements qui ne sont pas négligeables. Alors pourquoi cet éthanol biologique n'est pas plus utilisé au-delà de notre consommation en alcool? Parce que effectivement, c'est le cours du baril, le cours du pétrole. Et donc, si on regarde l'histoire du bioéthanol, par exemple, par rapport aux fossiles, tout simplement, on se rend compte qu'on recommence à faire de la R&D ou de l'industrialisation des alcools dès qu'il y a un pic pétrolier ou dès qu'il y a une guerre. Donc effectivement, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la fermentation ABE, par exemple, acétone, butanol, éthanol, qui était industrielle, a été développée pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, effectivement, en Afrique du Sud aussi, par rapport à l'apartheid, ils ont gardé ce genre de procédé industriel des alcools. Mais globalement, tous les autres pays se sont tournés vers le fossile pour des raisons économiques qui sont le driver, j'allais dire malheureusement, mais qui sont quand même le driver de nos développements industriels. Il y a aussi un phénomène qui est intéressant dans les alcools, c'est qu'effectivement, il y a aussi un aspect réglementaire. Je pense que notre interlocuteur suivant vous en parlera un peu plus. Mais la réglementation joue aussi un effet de levier très important. Et pour rappel, en France, si on a des biocarburants aujourd'hui dans nos carburants, c'est pas parce que Total Energy, Shell ou BP ont choisi de mettre des biocarburants, c'est parce qu'il y a eu une politique agricole qui a favorisé le développement de ces débouchés, qui à l'époque, c'était à l'époque de la politique des jachères. Je vous rappelle qu'on était en surproduction, que les coûts étaient donc trop bas, et donc on a limité la production agricole. Et les biocarburants étaient un vecteur de développement de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on a incorporé des biocarburants en France depuis les années 80. Donc ça, c'est à rappeler. Et malgré tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les
carburants sont vite devenus des agrocarburants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout un impact d'acceptabilité sociétale, parce que là aussi, on en a un peu discuté ce matin, c'est clé dans le développement des carburants renouvelables, et ça le sera sans doute aussi dans vos vecteurs, dans vos secteurs et vos marchés. Il y a ce côté acceptabilité, et les biocarburants qui étaient vus au départ pour un nouveau débouché et plutôt bienveillant pour les agriculteurs et la société ont été attaqués en tant qu'agrocarburants, compétition avec l'alimentaire, direct parce que les sucres évidemment peuvent être consommés par l'homme, et indirect parce qu'on utilisait des terres qui pouvaient permettre de produire d'autres produits pour la consommation directe de l'homme ou pour les animaux. Donc ça, c'est un petit point à garder en tête, quelque chose qui pourrait paraître pérenne peut devenir, à travers la réglementation ou l'acceptabilité sociale, très vite attaqué, et donc attaquer votre business. Donc là, j'ai mis un petit schéma, parce que c'était le schéma, d'ailleurs on le retrouve encore sur le ministère écologie.gouv.fr, c'était le petit schéma assez magique, on prend du sucre, on fermente, on fait de l'éthanol, et on mélange au carburant, et ça fait des débouchés pour l'agriculture, mais c'est devenu attaquable, encore une fois, pour une question d'acceptabilité. Donc on est passé aux alcools de G, et là on s'est dit, on en a parlé ce matin, ok, le sucre c'est limité, ça peut être consommé par l'homme, mais il existe des gigatonnes de déchets de type biomasse, lignocellulosique, disponibles, non valorisés, et tout le monde s'est dit, c'est super, c'est des déchets, donc le prix va être moins cher, ça va être décorrélé du sucre, et en plus il y a des gigatonnes, en plus c'est acceptable parce que c'est des déchets, donc on va développer ces voies-là. Et donc, il y a eu pas mal de développements qui ont été faits. Et ça, c'était le pic des années 2005. Moi, je suis rentrée chez Total en 2008 parce que j'ai une expertise, justement, pour produire des éthanols sur voie biomasse. Donc, c'était le gros boom de cette approche technologique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a dépensé des milliards, mais vraiment des milliards. Vous prenez Abengoa, Biochemtex, Verenium, Butamax, Poète, j'ai pas mis Dupont, j'ai pas mis BP. Il y a eu des milliards de dépensés sur ces approches technologiques qui sont quasiment tous, se sont tous soldés par des banqueroutes, pour certaines compagnies qui n'avaient pas les reins solides, ou par des arrêts d'unités. Poète DSM, ils ont lancé leur unité, elle a fermé il y a 3 ans. Donc pourquoi ce déconvenu? Ce déconvenu a plusieurs raisons, des raisons de challenge technologique. Donc oui, c'est plus compliqué, oui, on parle de biomasse, mais en fonction des biomasses, il n'y a pas les mêmes impuretés, on n'utilise pas les mêmes enzymes, donc toutes ces approches-là étaient basées sur des approches enzymatiques qui n'ont pas été traitées ce matin par l'intervenant de Poitiers. Donc en fait, ça consistait à prendre cette lignocellulose, c'est de la lignine, il vous l'a expliqué, de l'hémicellulose et de la cellulose. L'hémicellulose et la cellulose, en fait, c'est des sucres, mais qui sont liés les uns aux autres. Et donc, on utilise des enzymes pour couper ces sucres, les rendre fermenticibles, et après, c'est ce qu'on donne. On revient avec des sucres, là encore, et on les donne à manger aux bactéries ou aux levures pour produire les carburants. Donc, ces challenges technologiques ont été plus nombreux que prévu. Et surtout, 2 autres aspects qu'il ne faut pas négliger, c'est que le coût du pétrole s'est cassé la figure en 2014, donc du coup, de nouveau compétition, etc. Et contrairement à ce qu'on pensait, les sucres, même 2G, n'étaient pas moins chers que les sucres 1G, même s'ils étaient faits sur base de déchets. Parce qu'il faut se rendre compte que quand quelque chose est un déchet, oui, mais dès qu'on commence à le valoriser, ça prend de la valeur et son prix augmente. Juste pour exemple, aujourd'hui, les huiles usagées de cuisson, parce que je travaille au sens large dans les biocarburants, sont plus chères que les huiles végétales vierges. Il faut le savoir, d'accord? Donc quand on dit c'est des déchets, donc ça sera moins cher, non. Dès que ça crée de la valeur, dès qu'il y a une acceptabilité, une réglementation qui fait un driver, ça prend de la valeur, et donc il ne faut pas se leurrer sur « oh, c'est des déchets, c'est moins cher ». C'est faux, et là encore, il faut regarder ce que les autres ont fait sur d'autres produits pour se rendre compte de ces aspects qui paraissent un contresens, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc beaucoup de déboires sur ces technologies, problèmes de coûts
Et après, le problème des feedstocks. Donc, on en a parlé ce matin, il y a eu des questions. Monsieur Fontecave a demandé, par exemple, les dimensions, les volumes disponibles de biomasse. Et là, ça, c'est clé, encore une fois. Donc, il y a des gigatonnes de biomasse, effectivement, de déchets de biomasse qui sont dans la nature. Mais sont-ils réellement disponibles? Sont-ils réellement logistiquement atteignables? On en a aussi parlé ce matin. Si on doit collecter sur 150 km des déchets de type biomasse, c'est essentiellement de l'eau, de l'air, vous le transportez, l'ACV ne passe pas. Donc effectivement, il faut collecter dans un rayon limité et il faut être sûr que ce qu'on considère comme des déchets aujourd'hui le sera demain. Les pratiques agricoles aujourd'hui changent. On revient à des retours au sol plus importants, au paillage. Donc toute cette paille de maïs, de blé, est-elle vraiment disponible ou allons-nous la collecter pour d'autres usages prochainement? Donc ça aussi, en termes d'acceptabilité, j'ai pas la réponse pour Monsieur Fontecave sur les gigatonnes disponibles, parce qu'on a fait beaucoup d'études. Et en fait, on ne peut pas avoir des chiffres globaux, il faut regarder région par région. C'est vraiment des définitions locales, regarder avec des agronomes, regarder avec les acteurs du domaine pour vérifier la disponibilité aujourd'hui et demain, parce que quand on crée une usine ou un développement technologique, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans, c'est plutôt 15-20. Et donc, il faut s'assurer de tout ça. Et ça aussi, c'est un vrai frein. Et donc, vos volumes sont certes inférieurs au volume des biocarburants, mais vous allez devoir gérer aussi cette incertitude et cette pérennité des feedstocks dans vos domaines. Donc, pourquoi alors, je vous dis pas mal de choses négatives, et l'intitulé de ma présentation était quand même que les alcools étaient une molécule plateforme d'excellence, y compris pour vos marchés. Donc, pourquoi je conclurai sur ces aspects plutôt positifs? C'est parce que aujourd'hui, on n'a pas que la dimension d'être compétitif avec le fossile. Aujourd'hui, on a tous vocation à moins utiliser de fossiles. Donc il faut trouver des alternatives aux fossiles. C'est pas juste être moins cher que le fossile, on est tous d'accord, la problématique est différente. Aujourd'hui, il y a des premiums réglementaires, certes pas encore sur vos marchés, mais quand on voit la vitesse où la réglementation se structure dans les différents biocarburants, avant il n'y avait que routier, maintenant il y a aviation, maintenant il y a la marine, on voit bien que dans le recyclage, la réglementation arrive. Donc le réglementaire arrive, et je suis sûre qu'un jour il concernera vos marchés aussi, il n'y a pas de raison. Et il y a ces aspects volontaires. L'acceptabilité, la demande de la société civile fait que des grands brandonneurs sont aujourd'hui prêts à marketer la durabilité et à la payer plus cher, même s'ils n'ont pas envie de créer, qu'ils ont envie de donner un premium. On sait aujourd'hui que c'est un driver, et donc la compétitivité, le prix compétitif avec le fossile n'est plus le Graal, c'est bien effectivement un équilibre entre la durabilité de la molécule et ce qu'on peut marketer vis-à-vis du public, et est-ce que ça se rencontre? Et donc durabilité veut dire feedstock pérenne, ACV, etc. Et donc l'autre point clé, c'est qu'aujourd'hui, le bio, on l'a vu ce matin, hein, c'est pas parce que c'est bio que c'est sustainable, c'est pas parce que c'est bio que c'est moins toxique, c'est pas parce que c'est bio. Et en fait, le driver de la société civile dans tous ces domaines, c'est la circularité. Donc on va voir ensemble sur la slide d'après que le bio n'est pas une solution en soi. On a parlé du recyclage ce matin, on a parlé du CO2. Tout ça doit être pris en compte, voir la meilleure application, la meilleure utilisation de ce carbone, pour la rendre la plus pérenne et la plus durable possible. Et tout ça, avec des avancées technologiques qui sont aujourd'hui en cours ou déjà développées, permet de penser que les alcools sont vraiment des molécules plateformes pour les carburants, mais aussi pour vos applications. Ça, on l'a vu ce matin, hein, tout le monde a parlé, enfin même juste maintenant, tout le monde a parlé de propanol, d'éthanol comme plateforme intermédiaire. Donc évidemment, si on arrive à faire ces molécules plateformes de façon durable sur différents feedstocks qui sont vraiment des déchets pour la société, il y a un avenir sur ces molécules plateformes. Et l'avantage de ces molécules plateformes, encore une fois, c'est qu'elles s'intègrent parfaitement sur l'aval. Il y a plein de débouchés, enfin, de valorisations qui ne sont pas à revoir. C'est juste le feedstock qu'on va changer. Donc, je vous ai mis une petite slide techno quand même. Hein. Donc, j'ai essayé de résumer sur cette slide, justement, les opportunités technologiques, au-delà de ce qu'on connaît, l'éthanol, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années.
Pourquoi? Parce qu'on ne regarde plus forcément que le bio, on regarde des mix de déchets ultimes, on regarde le recyclage plastique, on regarde les e-fuels ou les e-molécules, comme vous l'a expliqué Philippe ce matin. Et donc, quand on met bout à bout tous ces feedstocks qui sont des déchets et qui permettent la circularité, on se rend compte qu'il y a pas mal de briques technologiques différentes qui permettent de tout arriver sur ces plateformes d'alcool. Donc, si on les balaye rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que la première, c'est ce qu'on appelle la déconstruction biochimique. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On parle plutôt de molécules bio, les fameux déchets lignocellulosiques, de la paille, du bois. On va utiliser ces petites enzymes, ces catalyseurs biologiques, et on va déconstruire cette biomasse en sucre, et puis ces sucres sont fermentés, comme le faisaient nos aïeux, en éthanol ou en butanol. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plein de banqueroutes et de cadavres sur cette voie technologique. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont été résilients et pérennes ont aujourd'hui lancé des unités industrielles qui ont démarré et annoncent des nouvelles unités industrielles. Donc je peux vous citer le cas de Clariant, c'est des Allemands qui ne sont pas du tout dans les carburants, mais qui ont été au bout du développement technologique d'une technologie qu'ils avaient rachetée. Et donc, ils ont ouvert une unité d'éthanol 2G sur base de paille en Roumanie. Et donc, cette unité tourne aujourd'hui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'au Brésil, il y a Raízen. Donc, Raízen, c'est une joint venture avec Shell, qui a annoncé, donc ils ont une unité qui tourne depuis 2015, qui tournait pas à plein régime. Et non seulement l'unité tourne à plein régime, mais ils ont annoncé 3 nouvelles unités d'éthanol 2G d'ici 2025. Donc, il y a eu beaucoup de désillusions, mais le marché aujourd'hui, la réglementation, la demande sociétale fait que les gens sont prêts à investir dans des unités industrielles d'éthanol 2G qui, comme l'a dit le monsieur de Poitiers tout à l'heure, est évidemment beaucoup plus cher que l'éthanol 1G. On est sur un facteur 2 ou 3. Il ne faut pas se leurrer, on n'est pas du tout compétitif avec du 1G ou du fossile. C'est beaucoup plus cher, mais il y a réellement un marché au niveau mondial pour ces molécules. Butanol, ça c'est une spécificité, mais tout à l'heure on a parlé de butanol, donc je reviens là-dessus. Donc c'est plutôt une société qui s'appelle Gevo, qui a un peu l'exclusivité. Il y avait Dupont, Butamax qui s'y intéressait, mais aujourd'hui il n'y a plus que Gevo qui est vraiment actif. Donc ils ont effectivement un micro-organisme qui est capable de fermenter des sucres en butanol, et ils sont toujours vivants et ils développent des procédés. Je crois qu'ils collaborent aussi avec Axens, ça a été annoncé récemment. Donc voilà sur la voie un petit peu biochimique. L'autre voie, un peu moins connue, mais qui apparaît aujourd'hui, qui n'est pas industrielle, mais qui a le mérite d'exister et qui présente des avantages, c'est une déconstruction catalytique de la lignocellulose. Donc là, c'est des experts en catalyse, donc il y a le NREL, il y a l'université de Leuven, donc c'est plutôt encore au stade universitaire. Ils ont développé des catalyseurs qui permettent d'extraire la lignine sous forme liquide et d'avoir des carbohydrates, ces fameux sucres fermenticibles. Et du coup, l'avantage de cette approche, c'est qu'ils ne produisent pas les inhibiteurs qui sont produits par la voie biochimique. Dans la voie biochimique, on déconstruit, souvent on chauffe ou on met de l'acide. Donc il y a des molécules qui se dégradent et ça fait des contaminants qui bloquent un petit peu la fermentation derrière. La voie catalytique permet de ne pas produire ces contaminants et donc d'avoir des sucres qui seraient probablement plus faciles à valoriser en alcool. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est encore à TRL 3-4, mais c'est une nouvelle voie qui peut répondre à certains enjeux que la voie biochimique ne pouvait pas combler. L'autre approche qui me paraît intéressante, c'est la gasification. Donc la gasification, c'est quoi ? C'est on prend tout type de déchets, on revient au syngas, donc c'est brutal, on revient au CO2, CO, hydrogène, et à partir de là, on peut reconstruire ce qu'on veut. Donc on a parlé de Fischer-Tropsch ce matin, donc moi je suis alcool, donc j'en parlerai pas, mais évidemment quand on a du syngas, on peut faire du Fischer-Tropsch et des SAF, des molécules pour l'aviation directement. On peut aussi faire plein d'alcools différents. Donc aujourd'hui, dans ce vecteur-là, on a différentes sociétés qui sont au stade industriel, donc qui peuvent faire du méthanol par voie catalytique. Donc je citerai Enerkem, qui est une société canadienne qui a déjà une unité qui est en cours d'en construire d'autres. Donc ils produisent du méthanol et l'avantage de cette technologie, c'est qu'on ne
On peut utiliser du bio, des déchets bio, mais on peut aussi utiliser nos déchets ménagers qui sont un mix de bio ou de plastique puisqu'on déconstruit tout. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aussi traiter, et là on rentre dans un peu la circularité qui a été présentée ce matin, c'est aussi une façon de traiter les déchets plastiques ultimes qui ne sont pas faciles à recycler parce qu'ils sont mélangés. On sait très bien que c'est difficile d'aller à 100% de recyclage en voie de tri. Et donc tout ce qui est un peu trop sale, tout ce qui est trop mélangé, on peut très bien le valoriser par cette voie de gasification. Et donc voilà, produire du méthanol. Il y a une autre voie de fermentation, donc là Philippe en a parlé ce matin, c'était quand il mettait les petites bactéries vertes. Donc c'est la fermentation de type Lanzatech. Donc ils utilisent des micro-organismes qui ne sont pas capables de manger du sucre, mais des micro-organismes qui sont dits chimio-autotrophes. Donc c'est un peu barbare, mais ça veut juste dire qu'ils sont capables de manger du carbone minéral en prenant de l'énergie chimique. Donc ces micro-organismes, vous leur mettez du CO, ils sont capables de faire de l'éthanol. Vous leur montez du CO2 plus hydrogène, ils sont aussi capables de faire de l'éthanol ou du propanol. Donc ça, c'est Lanzatech. Donc c'est au stade... sur gasification, c'est pas encore au stade industriel. Ils l'ont montré en pilote, ils sont en train de monter une usine en Inde. Mais sur le stade de CO, la ligne du dessous, industriel CO Waste, ils sont au stade industriel puisqu'ils ont une unité qui tourne en Chine depuis 2018 et ils sont en train d'en construire une sur le site de ArcelorMittal à Gand. Donc voilà, donc ça aussi, circularité, c'est pas bio, du CO industriel, c'est même fossile. N'empêche que plutôt que l'utiliser pour faire de l'énergie alors qu'on a des panneaux solaires, garder le carbone pour le valoriser en tant que carbone, ça peut avoir un sens, y compris dans vos marchés. L'autre approche, c'est l'approche, Philippe a déjà décrite, donc je ne vais pas revenir dessus. Si on a du CO2, de l'énergie renouvelable, on peut faire de l'hydrogène. Le fameux reverse water gas shift dont il a parlé ce matin, qui permet de revenir à la fermentation, par exemple de type Lanzatech, puisqu'on se retrouve avec du CO, comme le CO industriel, ou qui permet plus directement de faire du méthanol. Il vous a présenté un peu plus en détail ce matin des projets de e-méthanol. Enfin, il y a d'autres approches un peu plus loin en TRL, mais qui ont le mérite d'être là et le mérite, qu'il faut, à mon sens, regarder de plus près. C'est la conversion par photosynthèse. Donc, il y a des algues qui produisent. Il y a certaines sociétés qui ont réussi à faire produire de l'éthanol à des algues. Donc vous prenez du CO2, vous prenez de la lumière et vous arrivez à faire de l'éthanol. C'est pas industriel, c'est resté un petit peu au stade start-up et c'est un peu mort dans les années 2015, au moment du pic, du choc pétrolier, on dira entre guillemets. Mais ces approches ont quand même été développées et sont arrivées à TRL 4-5 et ont été un petit peu enterrées. Mais encore une fois, suivant les marchés et l'intérêt pour la durabilité de votre CO2, prendre du CO2 atmosphérique, de la lumière et faire des molécules plateformes, ça peut avoir une valeur. Et enfin, les aspects par méthane, donc ça a été évoqué aussi par le monsieur d'Arkema. Donc effectivement, les déchets organiques peuvent être méthanisés. Là aussi, c'est de la biotechnologie. C'est des micro-organismes qui naturellement utilisent ces déchets organiques, les convertissent en méthane. Donc c'est le biogaz qu'on appelle en France, qui est en plein boom actuellement. Et en fait, ce méthane peut être converti aussi en méthanol par différentes technologies. Le DMR, c'est un peu comme le reverse water gas shift, en fait. On fait du CO et après, on peut aller vers le méthanol. Donc voilà, en gros, alors j'ai pas tout mis, et puis j'ai pas mis les noms parce qu'on en oublie toujours, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancée comme l'intervenant précédent. J'ai pas mis tous les noms, mais j'espère que vous avez un petit peu noté les enjeux. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc pour retenir les grands messages, et d'ailleurs j'avais mis une petite slide, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour des chimistes, je pense que ça vous parle. Ce qui est important, encore une fois, dans ces approches-là, c'est qu'il y a un enjeu technologique, certes, mais il y a vraiment un enjeu de disponibilité des feedstocks et de pérennité dans le temps de ces feedstocks, encore une fois. Quelque chose qui peut paraître très disponible et intelligent aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. On parlait tout à l'heure avec des intervenants de l'impact climatique sur nos forêts, de l'impact climatique sur nos pratiques agricoles. Encore une fois, il faut en tenir compte quand on regarde des technologies à 15-20 ans. Donc, je vous invite à bien prendre en compte ce genre d'approche.
Et puis, effectivement, ne pas opposer bio, recyclage et utilisation du CO2. Tout ça est une approche circulaire. Et on n'aura pas assez de bio, on ne pourra pas utiliser tout le CO2 parce que là aussi, il faudra beaucoup d'énergie. Et il faut à tout prix qu'on apprenne à recycler nos déchets au sens large. Donc, regardons toujours avec cet œil un petit peu plus global que je veux du bio, je veux du recyclé ou je veux des molécules sur base CO2. Regardons la globalité, quel est le meilleur usage de chacun des déchets à notre disposition et essayons de boucler au maximum les usages, voire moi, voilà, je travaille on fait du biogaz chez Total, on travaille main dans la main avec l'équipe R&D Biogaz pour voir, parce qu'on est en compétition sur certains feedstocks, mais on peut créer des synergies. Donc créons ces synergies. On a vu ce matin que toute l'industrie de la chimie a 50 ans de développement derrière et que maintenant il faut accélérer sur des feedstocks renouvelables. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne à créer des synergies, avoir des approches de bioraffinerie aussi. Hein. Vos feedstocks viennent souvent des déchets, entre guillemets, du raffinage, hein, et ça a permis des débouchés. Donc voilà, donc je dirais qu'il faut travailler ensemble, main dans la main, pour essayer de refaire ces synergies entre nos différentes approches, marchés, pour réussir les enjeux qui sont assez colossaux. On en a déjà parlé ce matin. Voilà, j'ai fini. Je pense que je suis même en dessous. Je ne sais plus. Je suis allée vite. 26. Merci, vous êtes dans les temps.